Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Oui, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin avec une information importante. Elle fait la manchette du Yediot Aharonot, du Israël Hayom, du Haaretz et de plusieurs sites d'information. Les leaders du foyer juif, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, ont annoncé hier soir leur intention de déposer lors de la session d'hiver de la Knesset qui va s'ouvrir après les fêtes de Tishri un projet de loi fondamental qui aura pour objectif avoué de limiter la capacité de la Cour suprême à repousser les lois votées par le Parlement israélien. Les deux leaders politiques du foyer juif ont affirmé qu'il était temps, selon eux, de rééquilibrer les relations entre le pouvoir juridique et le pouvoir législatif en Israël. Cette initiative est la conséquence, selon eux toujours, de la multiplication au cours des derniers mois de verdicts de la part de la Cour suprême visant à casser des lois votées par la Knesset. La goutte qui aurait fait déborder le vase pour Shaked et Naftali Bennett, eh bien, c'est la décision de la Cour suprême d'annuler la loi visant à dispenser les élèves de yeshivot de service militaire. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a émis l'espoir que cette nouvelle loi fondamentale sera reconnue par l'ensemble de la classe politique israélienne. Mais le Haaretz estime que les chances de ce projet fondamental d'être voté sont minces, en particulier en raison de l'opposition de principe des 10 députés du parti Kulanu de Moshe Kahlon, qui a un droit de veto, selon l'accord de coalition, sur tous les dossiers se rapportant à la Cour suprême. Le Mari souligne que l'opposition a très vite réagi et a condamné cette initiative. Bennett et Shaked ne veulent pas de constitution, ils veulent la destruction de la démocratie israélienne, a affirmé hier soir Tzipi Livni. En marge, la radio israélienne se fait ce matin l'écho de la déclaration de la nouvelle présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, qui a déploré les critiques dont la Cour suprême a fait l'objet au cours des derniers jours dans le dossier des migrants illégaux, souvent, a-t-elle dit, des critiques qui ont été émises par des gens qui n'avaient même pas lu notre verdict. Et dans le supplément de Shabbat du Makor Rishon, l'ancien juge de la Cour suprême, Tzvi Tal, s'insurge contre ses anciens confrères et déplore la décision de la Cour dans le dossier de la dispense des élèves de yeshivot. La Cour a, dans le cas précis, outrepassé ses prérogatives, a déclaré le juge Tzvi Tal, qui est donc un ancien juge de la Cour suprême à la retraite. Le Israël Hayom se fait l'écho ce matin des inquiétudes des forces de sécurité israéliennes face à l'implication accrue de l'Iran le long de la frontière israélo-syrienne. Le journal relate que les Israéliens ont demandé aux Russes d'empêcher le Hezbollah de s'approcher à 60 km de la frontière sur le plateau du Golan, mais de facto, les Russes ont interdit cette présence chiite à seulement 5 km de la frontière. De même, les Israéliens sont préoccupés par la production iranienne de missiles sophistiqués qui sont fournis au Hezbollah et menacent donc directement l'État d'Israël. Les sites d'information indiquent que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a terminé sa visite en Amérique latine par une rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto à Mexico City. Au cours de cette rencontre, les deux leaders ont conclu des accords de coopération, en particulier en matière spatiale et dans l'aviation. Le Premier ministre s'est également entretenu avec les responsables de l'importante communauté juive mexicaine, ainsi qu'avec une vingtaine d'hommes d'affaires mexicains particulièrement puissants, qui aspirent à une coopération économique et commerciale accrue avec l'État hébreu. Benjamin Netanyahou doit arriver aujourd'hui à New York où il passera le Shabbat. Il rencontrera lundi le président américain Donald Trump et mardi, il prononcera son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies avant de revenir en Israël pour la fête de Rosh Hashanah. L'un des responsables palestiniens de l'autorité palestinienne démentit que le président Trump ait exercé ces derniers jours des pressions sur Mahmoud Abbas afin qu'il nuance son discours durant l'Assemblée générale des Nations unies, et ce comme condition préalable à une rencontre entre le président américain et le raïs palestinien, toujours dans le cadre de cette Assemblée générale. Selon ce responsable palestinien cité par le Israël Hayom ce matin, Mahmoud Abbas prononcera son discours devant l'Assemblée le 20 septembre et il a admis que le dossier israélo-palestinien ne sera pas la priorité de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Selon lui, aucune rencontre entre Abbas et Netanyahou n'est prévue à New York la semaine prochaine. Les journaux reviennent sur les commémorations du premier anniversaire de la disparition de Shimon Peres. Ils mentionnent en particulier l'émouvante cérémonie de Haskara qui s'est tenue hier matin sur le mont Herzl devant la tombe du 9e président. L'allumage de la flamme du souvenir par les petites filles de Shimon Peres, le Kaddish récité par ses 3 enfants, et puis les allocutions du président Rivlin qui a insisté sur le vide ressenti dans l'État d'Israël par la disparition de l'ancien président. Rémi Shalev, le fils de Shimon Peres, Rémi Peres, le fils de Shimon Peres, a lui mentionné
les dernières phrases de l'autobiographie que son père a écrit au cours des derniers mois qui ont précédé sa disparition, comme s'il avait le pressentiment que celle-ci était proche. J'ai reçu la vie en cadeau, écrit Shimon Peres. J'ai vécu quelques milliards de secondes, mais j'ai fait en sorte de ne pas en perdre une. Et Rémi Peres a appelé les Israéliens à suivre l'exemple de son père et à ne pas avoir peur de rêver et de rêver en grand. Enfin, Tony Blair, l'ancien Premier ministre et britannique et ami de Shimon Peres, a vanté les qualités exceptionnelles de l'ancien président qui avait, dit-il, la capacité de transformer les choses les plus complexes en phrases simples et percutantes. À l'occasion du premier anniversaire justement de la mort de Shimon Peres, Tzahal a publié, a diffusé certaines de ses archives. Parmi ces archives, il s'agit en particulier d'enregistrements particulièrement émouvants de l'ancien président qui date du jour même de l'arrivée des otages d'Entebbe en Israël après leur libération par les forces de Tzahal en Ouganda le 4 juillet 1976. À l'époque, Shimon Peres était le ministre de la Défense et lui qui avait validé donc cette opération de sauvetage des otages détenus donc par les terroristes à Entebbe. On entend Shimon Peres dans ses enregistrements interroger le commandant de bord de l'avion d'Air France, Michel Bakos, et le remercier pour être resté aux côtés des otages israéliens jusqu'au bout. On entend également Shimon Peres questionner Ilan Artov, le fils de Dora Bloch, qui avait failli s'étouffer en avalant un morceau de viande et qui n'a pas été libérée par les sauveteurs israéliens parce qu'elle se trouvait alors à l'hôpital. On se souvient que par la suite, Idi Amin Dada, le despote ougandais, furieux d'avoir vu ses soldats neutralisés par les forces de Tzahal, avait fait assassiner Dora Bloch sur son lit d'hôpital. Revenons à l'affaire du député Yigal Gouetta, le député du parti Chasse qui a dû annoncer sa démission de la Knesset parce qu'il avait assisté au mariage homosexuel de son neveu. À ce propos, le Yediot Aharonot publie en première page un éditorial de celui qui fut le ministre de l'Éducation nationale dans le précédent gouvernement, qui est aussi un rabbin estimé, un Rosh Yeshiva, le Rav Shai Piron. Celui-ci affirme que ce que le parti Chasse a fait au député Gouetta n'a rien à voir, dit-il, avec le judaïsme. Tous les quotidiens israéliens soulignent ce matin que le nouveau président du parti travailliste, Avi Gabay, a passé avec succès son premier examen devant les instances du parti. En effet, la convention du parti a décidé hier d'entériner un amendement à la Constitution qui permettra à Gabay d'introduire dans la liste travailliste, la prochaine liste travailliste aux élections législatives, 4 personnalités de l'extérieur, des personnalités de son choix. Et puis le site NRJ révèle qu'après 2 années et demie d'enquête, la police argentine est parvenue à la conclusion que le procureur argentin Alberto Nisman, qui a été retrouvé mort dans son bureau il y a 2 ans et demi, a bel et bien été assassiné, comme on le pressentait, et qu'il ne s'était pas suicidé. Alberto Nisman était le procureur et enquêteur dans le douloureux dossier de l'attentat contre le bâtiment de l'AMIA, la communauté juive argentine, en 1994, attentat qui avait coûté la vie à 85 personnes. Au sein de la communauté juive argentine, on est persuadé depuis toujours que Nisman a été assassiné parce qu'il avait recueilli des preuves irréfutables de l'implication de l'Iran dans ce terrible attentat et qu'il s'apprêtait à les livrer à la justice de son pays. Il y a quelques mois, la veuve de Nisman avait affirmé au Makor Rishon que son mari avait été assassiné par l'Iran. Puisque nous parlons du Makor Rishon dans un tout autre dossier, sachez que son supplément du Shabbat publie un article intéressant sur Elie Wiesel à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de celui qui était le prix Nobel de la paix. Le journal se penche sur l'identité juive et sioniste du rescapé des camps. Selon l'auteur de l'article, Elie Wiesel avait un amour profond, certes, pour l'État d'Israël, mais il ne le considérait pas comme la condition sine qua non à la survie ou à l'existence, la poursuite de l'existence du peuple juif. Elie Wiesel ne considérait pas qu'il y avait un problème à ce qu'un juif vive sous la souveraineté d'autres pays. Pour moi, disait-il, un juif de Petah Tikva est aussi important qu'un juif de Kiev ou de Détroit. Et puis le site Ynet indique ce matin que mercredi, Theresa May, la chef du gouvernement britannique, a reçu pour un dîner dans sa résidence au 10 Downing eh bien voilà, nous avons un problème pour le prononcer. 10 Downing Street, les responsables de la communauté juive américaine, avec à leur tête le grand rabbin du Commonwealth, Ephraim Marvis. Lors de son intervention, Theresa May a souhaité en hébreu Shana Tova aux personnalités présentes. Elle a insisté sur le fait qu'elle était une supporter de l'État d'Israël. Elle a rappelé que l'année hébraïque qui débute sera placée sous le signe du centenaire de la déclaration Balfour. Elle a également tenu à rassurer la communauté juive préoccupée par l'augmentation sensible du nombre d'actes antisémites en Angleterre et a promis de tout faire pour que la communauté se sente en parfaite sécurité, donc en particulier à l'approche des fêtes de
Tishri. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous nous retrouvons dans quelques instants vers 8h30 pour ce débat que nous allons consacrer à un sujet d'actualité brûlante. Binyamin Netanyahou et la presse et les médias israéliens, la relation complexe entre eux. Nous allons en parler avec Yosh Amishav et avec Shraga Boum dans quelques instants. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.